Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse vidéo qui va concerner Marco Verratti, la bombe qui est sortie hier soir, 5 minutes après avoir publié ma vidéo. J'étais un petit peu dégoûté parce que du coup j'ai pas pu en parler à chaud, la vidéo d'hier est devenue rapidement périmée, mais aujourd'hui avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal. Hier j'aurais parlé un petit peu trop avec mes sentiments et mes émotions, aujourd'hui on a un petit peu plus d'objectivité. Sur Twitter on est en mode troll, mais ici j'aimerais bien quand même garder ma crédibilité. Et puis surtout, au-delà de ça, les informations en elles-mêmes ont bien évolué. Faisons un rapide résumé. L'exclusivité est de Fabrizio Romano qui hier soir te dit « Here we go bientôt ». Le deal est presque bouclé, Marco Verratti est d'accord avec l'Arabie. Et là, il y a 2 heures, il te dit « Bon, Marco, ok, il est d'accord pour un contrat de 3 ans là-bas, mais tout repose sur Nasser et le PSG. Ce qui est quand même un son de cloche complètement différent. On s'est un petit peu éloigné du Here we go. Bref, entre-temps, il y a eu d'autres informations. Gaulle, qui 10 minutes après l'exclu Fabrizio Romano, nous dit que les Saoudiens ont proposé un peu plus de 30 millions au PSG, qui a refusé parce qu'ils en attendent bien plus. L'équipe avec Loïc Tanzi. Alors Loïc Tanzi, qui savait, évidemment, parce que sur les 2 premiers matchs amicaux de la saison, sur Twitter, à chaque fois, il mettait des messages mystérieux sur les non-titularisations de Marco Verratti. Bien sûr qu'il savait, peut-être qu'au sein du club, on lui a demandé de ne pas divulguer pour éviter de faire capoter le deal. Peut-être aussi que lui n'avait pas assez recoupé l'information, ce qui est tout à son honneur, ou peut-être qu'il se dit tout simplement c'est une info qui ne mérite pas d'être divulguée parce que le dossier n'est pas assez avancé à mon goût. Donc bref, dans tous les cas, il savait et hier il nous dit Nasser en juin demandait 100 millions d'euros aux Saoudiens. Bon, vous l'avez compris, je disais dans une vidéo précédente que lorsque le club acheteur propose 60 millions et le club vendeur en demande 70, c'est facile de trouver un arrangement qui au final est trouvé 80% du temps. Là, on part quand même donc de 35 millions face à, allez, on va pas dire 100 parce que ça me paraît un peu abusé, mais 80 demandés de la part du PSG. Donc le dossier n'est quand même pas bouclé comme on nous l'annonçait hier soir. Et c'est pour ça que je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'hier on pensait vraiment que Verratti allait partir, ça y est, qu'il allait passer sa visite médicale et tout ça. Bon bref. Alors, avant tout, j'aimerais juste m'arrêter sur Verratti. On parle quand même d'une légende du club, un des meilleurs milieux de son histoire, si ce n'est le meilleur. Je pense qu'il faut sortir de la folie totale et ambiante autour du club, qui est d'ailleurs alimenté par les médias, c'est les premiers qui nous viennent en tête, hein, avec leurs informations à la solde du club, les plateaux télé avec les consultants bien évidemment. Je ne cite pas le maître en la matière qui serait complètement démuni si Marco Verratti partait, mais aussi je citerai aussi le club, hein, avec toutes les infos qu'ils font fuiter alors que en fait, c'est de la com très mal placée. Bien sûr que si on veut être objectif sur le dossier Mbappé, c'est encore ça. Voilà. Donc, il faut vraiment sortir de ce climat qui est très pesant, qui rend complètement hystérique et qui rabaisse complètement, en fait, ce qu'est l'ère QSI. Marco Verratti, on parle juste de quelqu'un qui est impliqué dans 9 des 11 titres de champion de France de l'histoire du club. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, et des gens viennent nous dire que ce n'est pas une légende. Voilà. Bon, bien sûr, en matière de talent, on ne s'arrête pas, il y a une dimension qui sort en fait du rationnel. Là, c'est pas une question de palmarès. Aussi, Verratti est à 20 matchs de Pilorget, donc au compteur de matchs joués. Bon, bref, c'est quand même des faits qui sont là. Mais au-delà de ça, il y a une partie irrationnelle, dans le sens où c'est un petit jeune que tu vas chercher, qui est un petit peu inconnu, qui arrive aux côtés d'Ibra comme ça, et qui au final fait son trou, progresse, mais stagne à un moment donné. Un garçon un petit peu attachant, hein, ses interviews à chaque fois où il te dit match plutôt que match, ça c'est dans la légende. Évidemment, le contenu dans les matchs, quelqu'un qui a du romantisme dans les pieds, quelque chose qui commence à se perdre au vu de la prise de pouvoir du côté athlétique, répétition d'efforts et tout ça dans le football moderne. C'est sûr qu'avoir un Verratti, certes qui te marque pas des buts, mais qui te fait des gestes en fait qui te font sauter de ton canapé tout autant que des buts. Voilà, c'est fantastique techniquement, le bagage, quand il fait la toupie à 20 mètres de ses buts. Alors bien sûr,
À une époque, il avait donné une interview où il disait « Ouais, Laurent Blanc, il m'harcèle tout le temps, il me dit qu'il faut que j'arrête de porter le ballon parce qu'un jour, je vais le perdre et il va me tuer. Je sais que ce jour arrivera, mais jusque-là, j'ai une confiance en moi qui est énorme, donc je continue. » Bon bah voilà, malheureusement, et c'est avec un pincement au cœur qu'on dit « Ce jour-là est arrivé, Marco. Ce jour-là est arrivé cette année contre le Bayern Munich où évidemment tu as ta part de responsabilité. Cette année, cette saison que tu as loupée, parce que ça aussi c'est un fait. Hein, c'est une saison où il est très très loin de ses standards. Au-delà des performances, tu as un joueur qui, dans le langage corporel, apparaît complètement déboussolé, pas du tout dans le truc. En plus, à la différence des autres, il n'a pas la Coupe du Monde parce qu'il ne s'est pas qualifié avec l'Italie. Donc il n'a pas la Coupe du Monde à sa décharge. Physiquement, il a eu des blessures, bien évidemment. Techniquement, hein, les passes n'étaient plus aussi bien dosées. Les tacles aussi qu'il te fait, qui sont complètement hors timing. Bon bref, c'est une saison où Marco était clairement à l'agonie, il faut aussi le dire. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'on parle d'une légende du club, comme Thiago Silva, Di Maria, Ibrahimovic et tout ça. Évidemment, ça nous embête de le voir partir, sachant qu'avec lui, on avait un milieu défaillant. Si en plus, on doit imaginer ce même milieu, mais sans lui, qu'il portait depuis des années, bon, c'est sûr que c'est pas très sexy. Voilà. C'est surtout quand on voit comment on a remplacé Ibra, Thiago Motta, Thiago Silva, Di Maria l'année dernière, je rappelle quand même. Messi aussi, je rajouterais Messi, parce que bah, pour l'instant, en réalité, Messi, je veux bien qu'on lui tombe dessus, hein, c'est à juste titre, mais pour l'instant, on l'a remplacé par Marco Asensio, quoi. Ou alors, on peut rajouter Lee Kang-in dans le truc, quoi. Bon, alors, je veux bien que le petit Coréen soit le sujet d'une belle hype de la part des supporters, mais bon, en mars, dans mes vidéos, je disais, Messi, je veux bien ne pas le prolonger, mais encore une fois, on parle d'un joueur qui a un apport statistique très considérable, qui te fait gagner des matchs en Ligue 1. Si tu fais partir Messi et Verratti le même été, oui, tu as la révolution. C'est vrai que de l'autre côté, bah voilà, à un moment donné, il faut savoir être objectif. Après la défaite contre le Bayern, et comme chaque année de toute façon, tout le monde attend la révolution. À chaque fois, le club nous la promet, mais elle n'a pas lieu du tout. Là, cette année, j'ai envie de dire que elle est là. Elle est là. Alors après, une révolution, tu peux pas la faire non plus avec les mains libres complètement. Il y en a qui me diront, ouais, vaut mieux virer Neymar que Verratti. Ouais, ben le problème, c'est que aussi, tu fais en fonction des offres que tu reçois, des intérêts que tes joueurs provoquent et de la volonté aussi de tes joueurs parce que tu leur as aussi donné des contrats, en fait. Tu as prolongé Verratti il y a 6 mois. Neymar, tu lui as donné un contrat jusqu'en 2027. Donc voilà, la révolution, quand même, cette saison, tu as quand même une belle marge de manœuvre. Et visiblement, au sein du club, on a vraiment la volonté de la faire. Rien que par le fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est une situation inédite. Au sein du club, aucun joueur n'est retenu. Aucun joueur n'est au-dessus du club. Alors ça, c'est un discours bateau, mais dans tous les cas, sur le marché des transferts, Verratti 2017, tu le retiens, tu le forces carrément à changer d'agent pour qu'il reste. Mbappé 2021, tu refuses 180 millions à une semaine de la fin du mercato pour 1 an de contrat, ce qui était quand même assez dingue. Aujourd'hui, les deux là, bah voilà, t'écoutes les offres, tu discutes. Donc tu retrouves une logique de club de foot. Déjà ça, c'est un bon point si on veut parler objectivement qu'il faut souligner en fait. Parce que oui, on est un club détenu par un club État et du coup par un État, pardon, et du coup par rapport aux autres clubs qui sont dans l'obligation, par rapport au fair play financier et tout ça, de vendre des joueurs titulaires tout simplement quasiment chaque saison. Hein. L'Inter, voilà par exemple, qui vend son gardien 55 millions pour ses comptes. Par rapport à ce genre de club, tu peux te permettre tes titulaires. Si tu as des offres qui sont bien au-dessus du marché, tu les refuses. Verratti 2017, Marquinhos 2021, si je dis pas de bêtises, Chelsea qui propose 80 millions. Enfin, c'était quand même énorme, tu vois. N'importe quel autre club aurait accepté. C'est comme si aujourd'hui, tu présentais à Manchester City une offre de 80-100 millions pour Bernardo. Pardonnez-moi, mais je pense quand même qu'ils réfléchissent. Voilà. Je dis pas qu'ils acceptent, j'en suis pas certain, mais je pense qu'ils réfléchissent beaucoup plus que Nasser en 2017 quand le Barça présente 80 millions pour Marco, ou alors Chelsea quand il présente la même chose pour Marquinhos. Donc voilà, on retrouve un petit peu une logique de club de foot. Mais évidemment, dans tout ça, faire la révolution, c'est bien mignon. Le problème, c'est que derrière,
faut avoir les gens compétents pour remplacer ce genre de joueurs qui sont très importants en matière de talent dans le vestiaire. Alors, même si j'ai toujours reproché à Marco Verratti le fait qu'il n'ait pas pris le leadership dans le vestiaire. Là-dessus, c'est là où, bien sûr, bah, la catastrophe, tu la sens arriver, quoi. Parce que c'est très difficile d'imaginer le remplaçant de Verratti aujourd'hui. Barella, j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Oui, si tu proposes, je sais pas. Le truc, c'est que l'Inter, ils ont déjà fait plus de 100 millions de ventes cet été. Donc pour Barella, je me demande si même 80 millions, ils acceptent en fait. Voilà. 100 millions, ils réfléchissent. Ok. Maintenant, le joueur, il est à 5 millions net. Si tu lui proposes 2 fois plus, peut-être qu'il réfléchit, mais c'est un Italien, difficile à expatrier, qui est très attaché à l'Inter. De Jong au Barça, lui, il s'accroche un petit peu. Hein. L'année dernière, il voulait un petit peu le faire partir. Et de l'autre côté, il a un salaire de porc. Je me demande s'il n'a pas un salaire 2 fois supérieur à Marco. Je crois qu'on est dans les 20 millions d'euros concernant Frenkie en net, alors que pour Marco, bon, je pense que 12 millions, allez, c'est pas mal. Je pense qu'on est plus autour de 12 pour Marco. Bernardo, bon, on l'a vu, il est un petit peu intransférable. Personnellement, alors, dans le cadre du remplacement de Verratti, tu as 2 optiques. Soit recruter un milieu qui se projette à fond, enfin le milieu athlétique, un petit peu mettre le prix sur ce profil que tu cherches depuis quelques années, que Leonardo avait identifié avec Milinkovic-Savic par exemple, ou même Paul Pogba qui voulait signer l'année dernière. Soit tu recrutes un milieu un petit peu plus bas, mais plus axé technique, parce qu'Ugarte, ballon au pied, c'est pas trop ça. Moi, je penche pour ce secteur en fait. Moi, le joueur que je vais chercher aujourd'hui, mais là c'est complètement utopique. Vraiment, ce que je dis n'a aucun sens parce que c'est pas du tout rationnel. C'est Bruno Guimaraes de Newcastle qui connaît la Ligue 1, qui était à Lyon, 25 ans, brésilien, qui est très athlétique, assez rugueux au duel, mais qui a commencé sa carrière au futsal, donc qui techniquement dans les petits espaces est plutôt bon. Le jeu de passe est absolument exceptionnel. Et en fait, je réfléchis dans le sens où tu as Donnarumma qui a des palmes aux pieds. Tu as recruté, c'est très bien défensivement, tu t'es vraiment renforcé, mais Milan Skriniar, bon, c'est pas le haut du chapeau en matière de relance. Marquinhos, c'est un petit peu pareil. Et Lucas Hernandez, je le vois plus comme quelqu'un capable de porter le ballon, un petit peu comme Kimpembe, mais au niveau du jeu de passe, ok, il va te faire une passe appuyée entre les lignes, mais par exemple, les ballons pieds en rupture qui vont chercher quelqu'un en profondeur, les transversales, je le vois un petit peu moins dans cet exercice. Et c'est pour ça qu'en fait, au milieu, avoir quelqu'un comme Guimaraes, techniquement, qui est très bon et qui va du coup permettre à des Vitinha, à des Lee Kangin, à des Neymar de recevoir le ballon bien plus haut sur le terrain, leur éviter de décrocher un petit peu trop bas pour faire remonter le ballon. C'est pour ça que moi, c'est, disons, ma piste préférée. Mais le problème, c'est que voilà, c'est complètement utopique. Jamais tu vas déloger Bruno Guimaraes de Newcastle, qui en plus a recruté Tonali. Donc voilà, ça va être très excitant de voir ce milieu de terrain. Bon, maintenant, revenons sur le dossier en lui-même. Revenons sur le dossier Marco Verratti, parce que là, il faut prendre beaucoup de recul. Et j'ai l'impression que les supporters ont oublié 2 choses. La première, c'est le club a des données que nous n'avons pas. Des données des entraînements, des données physiques sur les joueurs. Et ensuite, et ça c'est très très important, la volonté du joueur. La volonté de Marco Verratti. Alors oui, il a prolongé il y a 6 mois. Tu me diras pourquoi il veut se casser alors qu'il vient de prolonger. Le problème, c'est que sur ces 6 mois, il s'est quand même passé énormément de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai ras-le-bol chez Marco Verratti qu'il ne faut absolument pas oublier quand tu fais l'état des lieux. Parce que, voilà, ce serait un petit peu malhonnête de dire, de fracasser la direction, alors que, d'abord, sur les données, je pense que physiquement, on a un joueur qui n'était pas du tout la saison dernière. Ça, c'est un fait. Mais encore une fois, le club se discrédite complètement parce que là, je prends la défense du club, mais de l'autre côté, ce même club a commandé des articles toute la saison nous disant, par Dominique Sévérac par exemple, que Marco est revenu des congés Coupe du Monde avec des kilos en trop, les pizzas, machin chouette. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Et quand je vous disais le climat hystérique autour du club, mais qui est entretenu par le club lui-même, là, tu es sur un cas typique en fait. Voilà. Marco, aujourd'hui, c'est très difficile de dire qu'il y a des données physiques que le club a et que nous, on n'a pas, parce que justement, tout au long de la saison, on a été bassiné avec des articles à charge sur Marco, qui sont évidemment commandés par Luis Campos et tout ça. On le sait tous que Dominique Sévérac a été son porte-parole officiel toute la saison. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Dominique semble en vacances, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti d'article. Voilà, il est sous les cocotiers, et on espère qu'il va y rester le plus longtemps possible. Bref.
Et ensuite, bah, la volonté du joueur, tout simplement, parce que, ok, Luis Campos, il veut le dégager. Je pense que c'est assez clair. Évidemment, c'est débile de vouloir faire partir Marco Verratti, alors que en attaque, ça commence à sentir un petit peu mauvais sur tes pistes. Te rajouter un dossier au milieu de terrain, c'est un petit peu te tirer une balle dans le pied, pour pas dire dans le cœur. Sachant aussi que Luis Campos a prolongé Marco en décembre dernier, et ne venez pas me dire que c'était un dossier bouclé depuis des mois sur lequel Luis Campos n'a pas eu la main parce qu'il a pu mettre son espèce de ratio rémunération en fonction des matchs joués. Donc il a eu la main dessus. Vouloir faire partir Marco Verratti alors que Luis Campos est à l'origine d'un affaiblissement du milieu de terrain, et ça c'est très fort vu l'état du milieu quand il arrive, c'est évidemment une performance absolument exceptionnelle, vraie masterclass. Par exemple, tu recrutes Vitinha l'année dernière, évidemment c'est dans l'optique de remplacer Verratti, tout le monde le savait, le club faisait fuiter ça dans les médias. Mais aujourd'hui, tu peux pas croire à un départ de Verratti, sachant qu'au club l'année dernière on pensait que ça allait être Vitinha l'élu, quoi. Le mec fait une saison qui est pire que celle de Verratti, qui est la pire saison de la carrière de Verratti. Je sais pas si on se rend compte. Vraiment, Vitinha, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie parce que c'est vrai que je me suis acharné sur lui, je l'avoue, dans mes débriefs pendant toute la saison, parce que, encore une fois, j'ai trouvé un deux poids deux mesures. Par exemple, avec Carlos Soler. Tu défonces Carlos Soler, dans les commentaires, tout le monde rigole, tout le monde est content. Tu défonces Vitinha, t'auras des espèces de rabat-joie qui viendront te dire « Ouais, le gamin, tu le laisses pas tranquille, machin chouette. » Oh, un petit peu d'objectivité, les gars. Vitinha, il arrive fin juin l'année dernière pour 40 patates, 2 fois plus que ce bon vieux Carlos. Attention, je dis pas que Carlos mérite le ballon d'or, hein, mais ce que je veux dire, c'est que Vitinha arrive, ok, il fait son premier bon mois, et ne venez pas me dire que c'est 6 mois qui sont bons. Non, c'est le premier bon mois, à la mi-septembre, ça s'arrête. Reprenez les matchs, il faut les regarder, regardez-les une deuxième fois, et après, revenez discuter. Bon, il fait la préparation complète avec l'équipe, et ça, on sait que c'est très important. Quand Carlos arrive le 30 août, alors qu'à la base, il voulait prolonger sur un contrat de 7-10 ans à Valence qu'il adorait, en plus Vitinha est recruté dans un objectif sportif, alors que Carlos Soler arrive, on le sait très bien, dans un deal un petit peu magouille pour faire plaisir à Valence, qui était un petit peu mal en point niveau finance, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à finir de payer l'échéance de Gonzalo Guedes, le plus gros transfert de l'histoire du club, je crois. Donc voilà, Nasser arrange en gros son copain Lim en reprenant Carlos pour 20 millions d'euros. Bref, donc voilà. Soler arrive, il est vraiment pas titulaire, il a un rôle qui change à chaque match, il a un temps de jeu très très réduit alors que Vitinha fait que d'enchaîner les matchs. Bon bref, voilà. Pour moi, c'est vraiment le deux poids deux mesures que je dénonce, voilà. Et donc, pour revenir à Vitinha, qui fait quand même une saison pire que la pire saison de la carrière de Marco Verratti, aujourd'hui tu te dis, ouais allez, c'est le bon moment, on va faire partir Verratti. Là, c'est sûr que tu peux émettre quand même quelques doutes. Voilà, bref. Bon, maintenant il y a Marco. Il y a Marco parce que peut-être qu'il en a ras-le-bol. Et j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Le mec, depuis le départ de Mota, et même le départ de Matuidi n'a pas été remplacé. Peu de gens en parlent. On a le bruit qui court, Mota et tout ça. Mais c'est vrai qu'un profil à la Mota, c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Un profil à la Matuidi, peut-être un peu plus facile. Et pour autant, on ne l'a pas trouvé. Et Marco a porté le milieu ces dernières années, enchaînant les recrues chaque été de toute façon, sans avoir la possibilité de créer de vraies complémentarités parce que les mecs sont complètement timides, font que des passes vers l'arrière, ne sont pas complémentaires avec Marco. Par exemple, on lui a jamais donné le milieu grand athlétique qu'il va avoir à Al Hilal s'il y va avec Milinkovic-Savic. Donc voilà, son ras-le-bol, évidemment qu'on peut le comprendre. Ensuite, il y a l'histoire du Cup, qu'il a pris en grippe dans leur manifestation en fin d'année, là. Donc peut-être que ça l'a un petit peu touché. Je rappelle aussi qu'il a pété les plombs parce qu'il a envoyé des DM Instagram à Jérôme Roten en fin de saison. Roten l'a dit, a pas dit que c'était Marco, mais il disait que c'était un joueur qui était là depuis plus de 10 ans. Il y en a deux, c'est soit Marquinhos, soit Marco. Bon, à partir de là, la déduction est quand même assez facile. Donc voilà, tout ça pour dire que Marco a sûrement pété les plombs en fin de saison, et peut-être qu'il en a marre. Chose qu'on comprendrait complètement, en fait. Voilà. Et s'il veut partir, part, voilà. C'est dommage parce que en fait, le plus regrettable, c'est de le faire partir sur sa première saison loupée, en fait. Voilà, c'est ça. Faire table rase complètement de toutes les autres saisons pour voilà, ces 12 mois qui, oui, sont loupés, on n'a pas peur de le dire. Et encore, parce que c'est vrai que, par exemple, il est élu homme du match,
sur le match aller contre Benfica, je crois. Alors oui, tu fais 1-1, c'est un match nul, mais je crois que sur le terrain, c'est le meilleur joueur. C'était en octobre dernier. Voilà. Manchester City, fin 2021, match aller contre le Real Madrid. Pardonne-moi, il pisse sur 2 des plus grands milieux d'Europe. Et quand je parle milieu, je parle pas d'un joueur. Je parle vraiment des 3 joueurs qui composent le milieu. C'est-à-dire que tous les 3 étaient dans sa poche à ce moment-là. Donc, je refuse de croire que c'est complètement fini. Maintenant, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'en Arabie Saoudite, ça parle d'un salaire de 20 millions net. Bon, évidemment, là-bas, il n'y a pas de brut, hein, c'est que en net. En fait, il double même pas son salaire par rapport au PSG. C'est ce que je me dis. Pourquoi PSG, disons qu'il touche 12. Là, donc, il va faire une augmentation de 8 millions sur les 12. C'est pas non plus énorme, tu vois. C'est pas tripler, quadrupler son salaire non plus. Et c'est là où je me dis, c'est un peu bizarre. Après, peut-être qu'objectivement, à Al Hilal, avec Ruben Neves et Milinkovic-Savic, il aurait un meilleur milieu de terrain qu'au PSG. Peut-être qu'il préfère aller s'éclater là-bas, loin de l'ambiance hardcore avec Riolo et tout le bordel. Ce qu'on comprendrait. Maintenant, il y a autre chose qui est bizarre, c'est que le club respecte la volonté des joueurs. Neymar 2019, Verratti 2017, Mbappé 2021, et même cette année, Mbappé veut rester, mais le club veut absolument le faire partir. Donc le club ne respecte encore pas la volonté du joueur. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de voir le club faire ça. Voilà. Bien sûr, sachant que, encore une fois, en attaque, c'est là où sont tous tes problèmes et où ça commence à sentir vraiment mauvais, je vois pas pourquoi on se rajouterait un dossier au milieu de terrain. En plus, Verratti ou pas, en fait, tu dois recruter un milieu top classe mondiale, minimum si ce n'est 2. Donc ça monterait à 3 si tu fais partir Marco. Ce qui est quand même très très compliqué. Voilà. Évidemment, je suis contre le départ de Marco à moins de 70 millions. Soyons gentils. Ouais, c'est les Saoudiens quand même. Hein. C'est les Saoudiens. Je suis donc contre un départ de Marco à moins de 70. 80, là ouais, 80, je réfléchis vraiment. Parce que encore une fois, il y a la volonté du joueur. Et si le joueur considère des offres de l'Arabie Saoudite, ça dit aussi quelque chose de sa motivation à rester au plus haut niveau, de son ras-le-bol aussi qu'on comprend parfaitement. Marco, on est avec toi, à fond derrière toi par rapport à toute l'ambiance et tout ça, et on respectera ton départ, on militera pour t'inscrire au panthéon des milieux, des joueurs, des personnalités, du romantisme que tu as apporté, voilà, au panthéon de l'histoire du club bien évidemment. Mais voilà, il y a aussi des réalités qu'il faut regarder en face, les gars. Il n'y a pas que la direction qui veut dégager Marco. J'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté du joueur de partir. En plus, contrat de 3 ans en Arabie, je pense qu'il va faire le cacheton et derrière, il va en Italie gratuitement. Si la direction au PSG a changé, pourquoi pas revenir dans 3 ans pour une dernière danse. Mais voilà, c'est vrai que personnellement, objectivement, en fait, même si on fait 70 millions sur lui, ce qui serait quand même une belle somme à remettre sur le marché, mais en fait, je sais même pas s'il faut le laisser partir parce que derrière, j'ai aucune confiance. C'est comme Mbappé, j'ai aucune confiance en Luis Campos pour le remplacer, quoi. J'ai aucune confiance en cette direction d'incompétents notoires, voilà, qui sont en train de s'acharner sur Harry Kane alors qu'ils préfèrent le Bayern. Et là, donc c'est pour ça vraiment que, bon, au plus profond de moi, j'espère quand même que Marco sera parisien le 1er septembre, même si d'un point de vue très objectif et très froid, 70 millions, j'accepte l'offre parce qu'il y a la volonté du joueur, comme je l'ai décliné, et tout ça. Bon bref, les données physiques et tout le bordel. Bon, voilà, on a essayé d'être objectif, c'est compliqué parce qu'honnêtement, Marco Verratti est probablement mon joueur préféré sous l'ère QSI du PSG, tout simplement. Voilà, Verratti et Ibra, c'est les 2 joueurs auxquels je me suis le plus rattaché sur l'ère QSI et qui m'ont fait le plus mal quand ils sont partis. Mais vraiment, Ibra et Marco. Ensuite, arrive un cran derrière, peut-être Di Maria la saison dernière, et encore parce que la saison dernière était vraiment atroce avec Di Maria. Mais voyez-vous comment on l'a regretté cette année, tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'il fallait le prolonger, mais voyez comment on l'a remplacé l'année dernière. Et ensuite, on pourra rediscuter concernant la possibilité de faire partir ou non Verratti cet été. C'est un dossier très sensible. On va voir comment ça va évoluer. Bref, voilà mon avis. Rasmus Højlund, le PSG. Alors, une information que j'ai pas très bien compris. Donc en fait, le PSG propose à Højlund, l'attaquant norvégien de 20 ans, un salaire supérieur à celui que Manchester United propose. Manchester United qui est priorité du joueur parce que son club de cœur depuis toujours. Il y a un accord sur un contrat de 5 ans avec United. Le PSG a un accord de principe avec le joueur. A proposé 50 millions à l'Atalanta.
50 millions, c'est ce que United a proposé, ce qui a été refusé parce que l'Atalanta en demande 70. Dans la même info, on nous dit que si l'offre de 50 est refusée par l'Atalanta, le PSG sortira des négociations. C'est incompréhensible. En fait, je ne vois rien d'autre qu'une manœuvre de la part du PSG pour nous montrer qu'en fait, toutes ces pistes sont des échecs, que le PSG ne surpaye pas, que c'est devenu un club modeste, super, qui respecte les règles. Tout ça pour légitimer l'achat dans 15 jours, 3 semaines d'un Gonzalo Ramos, par exemple. Voilà, en gros, ton plan C. Pareil pour Vlahovic. La piste s'évapore et dans les médias, il y a des infos qui fuitent, soi-disant les tests médicaux qui auraient fait naître des doutes au sein du PSG. Ça, tu vois, je me dis, est-ce que ce ne serait pas des infos de la part du club pour un petit peu voilà, passer en revue tous les joueurs qui sont sur le marché, s'associer à eux, montrer qu'on ne surpaye pas, montrer que voilà, on est sorti des négociations parce que les clubs en face sont un petit peu fous, et puis au final, la folie, on va la faire sur Gonzalo Ramos quand même, voilà. Parce que vraiment, proposer 50 millions en disant si tu refuses, je sors des négociations, sachant que ces mêmes 50 ont été refusés à Manchester United, c'est assez incompréhensible. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vive Marco Verratti, vive le football champagne, vive le romantisme. Et on espère que Marco Verratti terminera sa carrière au PSG parce que d'un point de vue objectif, d'un point de vue subjectif aussi, c'est vrai que ça fait bien chier de le voir partir en Arabie Saoudite, quoi. À l'extrême limite, je l'aurais laissé repartir en Italie pour voilà, son pays natal et tout ça, pour le romantisme. Et dans l'idéal, le voir terminer sa carrière au PSG tout simplement. Mais maintenant, si le joueur veut partir, faut pas le retenir. Et puis si le joueur n'a plus la motivation nécessaire au plus haut niveau, faut aussi se poser des questions, parler de manière très objective. Autre critique que j'ai formulée toute la saison sur Marco, c'est quand il y avait les infos qui disaient qu'il regrettait la période Ibrahimovic avec le vestiaire où il y avait l'autorité. Ok, mais tu es un des seuls rescapés de cette période, enfin, tu peux la regretter, c'est aussi à toi de prendre le leadership, de prendre les rênes aussi. Voilà, c'est ça aussi le petit reproche que je pourrais faire à Marco. Par contre, sur le terrain, je ne lui ferai jamais de reproche. Bien sûr qu'on comprend parfaitement le ras-le-bol de Marco parce que le club n'a jamais su l'entourer. Ça, c'est une réalité, c'est une phrase qu'on ressortira toujours. Ciao les amis.